De retour de voyage, j'ai trouvé mes valises sur le trottoir, accompagnées d'une note. Si tu veux rester ici, nous avons le garage. Bien à toi, ta chère belle-fille. Avant que le taxi ne reparte, j'ai appelé la banque. C'est moi qui paye l'hypothèque. Vérifie. Je suis heureuse de t'avoir ici. Continue mon histoire jusqu'à la fin et dis-moi d'où tu la lis, pour que je sache jusqu'où mon récit est parvenu. Je fixais mes 4 valises soigneusement empilées sur le trottoir, incapable de comprendre ce que je voyais. Après une semaine passée chez ma sœur à Bordeaux, tout ce que je voulais, c'était m'effondrer dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé. Au lieu de cela, je me retrouvais exclue de ma propre maison. Des nuages de pluie s'amoncelaient au-dessus de ma tête, tandis que je ramassais la note glissée sous la poignée de ma plus grande valise. L'écriture était reconnaissable entre mille. Les lettres penchées et pointues semblaient toujours pressées. Si tu veux rester ici, nous avons le garage, ta chère belle-fille. Mes mains tremblaient en relisant les mots. J'habite cette maison depuis 35 ans. Pierre et moi l'avons construite ensemble quand Julien était tout petit. Nous avons planté chaque arbre dans le jardin, choisi chaque meuble, peint chaque mur. Puis Pierre est décédé il y a 2 ans. J'avais accepté de transférer la maison à Julien et Sophie. Du moins, légalement. Mais c'est toujours moi qui paye l'hypothèque en secret. Je fouillais dans mon sac pour prendre mon téléphone et appelais la banque avant que le taxi ne s'éloigne, cherchant une confirmation de ce que je savais déjà. Oui, Madame Dubois. Nous confirmons que votre paiement automatique de 1 866 € a été effectué comme prévu vendredi dernier, m'assura le représentant du service client. Merci, murmurai-je en raccrochant. Une grosse goutte de pluie s'écrasa sur mon front tandis que je restais là, à 68 ans, contemplant mes possessions sur le trottoir. Le ciel s'ouvrit à cet instant, comme s'il m'autorisait à m'effondrer aussi. J'aurais dû voir venir cette situation. Les regards furtifs entre Julien et Sophie chaque fois que je parlais de redécorer la cuisine. Les commentaires à peine voilés sur les résidences pour seniors où je n'aurais pas à m'occuper du jardin. La manière dont ils avaient réorganisé le salon quand j'étais partie voir ma sœur à Noël dernier, déplaçant mon fauteuil de lecture au sous-sol. De petites choses qui, au final, n'étaient pas si anodines. La porte du garage n'était pas verrouillée. À l'intérieur, un matelas double était appuyé contre un mur, flanqué d'une petite table de chevet et d'une lampe. Mes vêtements étaient suspendus à un portant mobile. Mes livres, photos et souvenirs étaient entassés dans des cartons étiquetés « Affaires de maman », de l'écriture de Sophie. Je me laissais tomber sur le matelas, le sol en béton froid sous mes pieds. Par la petite fenêtre, je pouvais voir la maison où j'avais élevé mon fils, enterré mon mari et, apparemment, perdu ma place dans le monde. Mon téléphone vibra avec un message de Julien. « Maman, nous avons besoin d'espace. Sophie a besoin d'un bureau à domicile. L'appartement du garage a tout ce qu'il te faut pour l'instant. Ne rends pas les choses difficiles. Ne rends pas les choses difficiles. » Comme si j'étais le problème. Je ne suis pas de celles qui pleurent facilement, mais des larmes silencieuses et brûlantes coulèrent sur mes joues. Je repensais à toutes les nuits passées à veiller Julien quand il avait des crises d'asthme enfant. Au second emploi que j'avais pris pour payer ses études quand l'entreprise de Pierre avait périclité. Au week-end où je gardais mes petits-enfants pour que Julien et Sophie aient du temps pour eux. Et maintenant, j'étais une charge encombrante, reléguée au garage. Je ne répondis pas au message de Julien. À la place, j'appelais Claire, mon amie de toujours. « Audrey, que se passe-t-il? » demanda-t-elle, percevant immédiatement la détresse dans ma voix. « J'ai besoin d'un endroit où rester, » tentai-je de dire, les mots coincés dans ma gorge comme des éclats de verre. Ils m'ont mise dans le garage. Claire ne demanda pas d'explication. « Je serai là dans 20 minutes, » dit-elle. J'attendais, assise sur le mince matelas, entourée des cartons contenant ce qu'il restait de ma vie. La porte du garage vibra sous la pluie qui s'intensifiait dehors. Je regardais mes mains tremblantes et les serrais lentement en poing. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Je n'étais pas seulement la mère de Julien ou la veuve de Pierre. J'étais Audrey Dubois, et j'en avais fini avec l'invisibilité. La chambre d'amis de Claire n'était pas grande, mais elle avait une porte avec une serrure et une fenêtre donnant sur la lumière du soleil. Après 3 jours au motel du crépuscule, un nom étrangement approprié pour ce chapitre de ma vie, j'étais reconnaissante d'être dans un endroit qui ne me facturait pas mon séjour. « Reste aussi longtemps que tu veux, ma chère. »
insista Claire, posant une tasse de café devant moi. Jacques et moi errons dans cette maison comme deux pois dans une cosse depuis que les enfants sont partis. Je serrai la tasse chaude entre mes mains. Je l'apprécie, mais ça ne peut pas être permanent. Je dois trouver une solution pour la maison. Tu veux dire ta maison? Corrigea Claire, plissant les yeux. La maison que tu continues de payer. Claire est mon amie depuis plus de 30 ans. Elle connaissait Pierre, avait vu grandir Julien, était là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et, contrairement à mon fils, elle se souvenait de qui j'étais avant que je ne devienne invisible. Je n'arrête pas de repenser au moment où les choses ont commencé à changer, dis-je, fixant mon café. Après la mort de Pierre, je pensais que donner la maison à Julien et Sophie les aiderait. Ils venaient d'avoir Élise, l'argent manquait. Et ils en ont profité, compléta Claire. Les souvenirs affluaient comme des bleus que j'avais évité de toucher. 6 mois après les funérailles, Sophie avait commencé à réorganiser la maison, disant qu'elle avait besoin d'une mise à jour. Mes suggestions étaient rejetées, mes affaires reléguées dans les placards, puis au sous-sol, puis dans des conteneurs de stockage. Sais-tu ce que Sophie a dit quand je me suis opposée à ce qu'elle jette les cannes à pêche de Pierre? Il faut avancer, pas vivre dans un musée, comme si les souvenirs de mon mari n'étaient qu'un désordre à nettoyer. Claire tendit la main par-dessus la table et serra la mienne. Et Julien? Il t'a soutenu, n'est-ce pas? Je ris, un son creux qui me surprit moi-même. Julien a dit que j'étais difficile, que je devais m'adapter à leur nouvelle normalité. Leur nouvelle normalité signifiait apparemment oublier son père et mettre sa mère de côté. Le contrôle s'était installé si graduellement que je l'avais à peine remarqué. D'abord, ils se sont appropriés la cuisine, critiquant ma façon de cuisiner. Puis vinrent les plaintes sur le volume de mes émissions de télévision, sur mes amis qui venaient trop souvent, sur mon jardinage qui prenait trop de place dans leur jardin. Chaque concession de ma part ne faisait que les encourager davantage. Le pire, c'est que je me rends compte que j'ai laissé tout cela arriver. Je continuais à payer l'hypothèque parce que j'avais peur qu'ils aient des problèmes financiers. Je voulais les aider, être utile, être aimée, dit Claire doucement. La vérité dans ces mots était douloureuse. J'achetais ma place dans cette maison, dans la vie de mon propre fils, un paiement à la fois, une mensualité d'hypothèque à la fois. Mon téléphone vibra avec un message de Julien. « Maman, quand viendras-tu chercher le reste de tes affaires? » Nous devons transformer le garage en salle de jeu pour Élise. Je montrai le message à Claire. « Ce petit ingrat, siffla-t-elle. « Audrey, il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Je ne voulais pas te le dire, car je savais que ça te ferait mal. Mais tu mérites la vérité. Mon estomac se noie. Quoi? Le mois dernier, au club de lecture, Sophie était là. Elle avait bu quelques verres de vin et a commencé à parler de leur projet. Ils veulent vendre la maison pour acheter une nouvelle construction à Neuilly-sur-Seine. La pièce sembla basculer. Ils vendent ma maison. Ils pensent que c'est leur maison, dit Claire doucement. Et techniquement, légalement, c'est que le cas. Mais moralement, c'est une autre histoire. Je pensais aux 35 ans de souvenirs gravés dans ces murs. Pierre et moi ramenant bébé Julien à la maison, les fêtes d'anniversaire, les matins de Noël, le jardin que Pierre avait construit pour notre 20e anniversaire, les derniers souffles de mon mari dans notre chambre, entourés de la vie que nous avions bâtie ensemble. Et il vendrait toutes ces léolais des étrangers sans y réfléchir à 2 fois. « Que vais-je faire? » murmurai-je. Les yeux de Claire se durcirent de détermination. « D'abord, tu vas arrêter de payer leur hypothèque. Voyons à quelle vitesse leur plan change quand la banque commencera à appeler. »« Mais mon crédit? » Ensuite, continua-t-elle, « tu vas parler à mon neveu, Étienne. C'est un avocat spécialisé dans les droits des seniors. Il doit y avoir un recours légal. »« Je ne suis pas une senior, » protestai-je faiblement. Claire haussa un sourcil. « Tu es assez âgée pour être traitée avec respect et ce n'est pas ce qui se passe ici. » Elle avait raison. Pendant 2 ans, je m'étais recroquevillée, devenant plus petite, plus silencieuse, pour ne pas être un fardeau. Et où cela m'avait-il menée? Jetée hors de ma propre maison, mes possessions entassées dans des cartons, mon existence réduite à une gêne. « D'accord, » dis-je, redressant les épaules. « Parlons à Étienne. » Claire serra ma main. « C'est ma fille. » Et Audrey, souviens-toi de qui tu es. Tu n'es pas juste la mère de Julien ou la veuve de Pierre. Tu es Audrey Dubois,
et il essayait un pan que tout le monde s'en souvienne. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé mes valises sur le trottoir, je ressentis une lueur d'espoir. Ou peut-être était-ce de la détermination. Peu importe, je n'allais pas abandonner sans me battre. Étienne, le neveu de Claire, n'était pas ce à quoi je m'attendais. Avec son jean et sa chemise froissée, il ressemblait plus à un professeur d'université qu'à un avocat. Mais ses yeux étaient perçants alors qu'il examinait les relevés d'hypothèque que je lui avais apportés. Donc, vous payez pour une maison qui n'est plus à votre nom, dit-il en fronçant les sourcils. Et votre fils et votre belle-fille y vivent sans payer de loyer tout en planifiant de la vendre. Pour être direct, ça semble odieux, même pour moi. Oui, répondis-je, les joues brûlantes de honte. Comment avais-je laissé les choses en arriver là? Vous avez des options, dit Étienne. Ces arrangements financiers pourraient constituer un contrat verbal. Au minimum, vous pourriez demander le remboursement des paiements d'hypothèque effectués depuis le transfert de propriété. Claire, inhabituellement silencieuse jusque-là, intervint. Elle doit d'abord leur faire face, leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Étienne sembla sceptique, mais je savais que Claire avait raison. Avant d'entamer une action légale contre mon propre fils, je devais lui donner une dernière chance de réparer les choses, C'est ainsi que je me retrouvais sur le perron de ma maison le lendemain, le cœur battant à tout rompre alors que je sonnais à la porte. J'avais vécu dans cette maison avant la naissance de Julien, et maintenant, j'étais une invitée qui devait demander la permission d'entrer. Sophie ouvrit, sa surprise rapidement masquée par un sourire forcé. « Oh, nous ne t'attendions pas. »« J'ai besoin de parler à toi et Julien, » dis-je, ma voix plus stable que je ne l'étais. Elle hésita, puis s'écarta. « Bien sûr, entre. » Le salon avait encore changé depuis mon départ. Ma lampe de lecture avait disparu, remplacée par un lampadaire moderne que je ne reconnaissais pas. Les photos de famille que j'avais disposées sur la cheminée avaient été réorganisées, certaines photos de Pierre désormais absentes. Julien sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Maman, que fais-tu ici? »« Je suis venue parler de la maison, » dis-je. « Claire me dit que vous prévoyez de la vendre. » Leurs regards échangés confirmèrent tout. « Nous allions te le dire, » dit Julien sans croiser mon regard. « Quand tout serait finalisé. »« Finalisé, » répétai-je. « Cette maison est la mienne depuis 35 ans. Ton père et moi l'avons construite. Nous t'y avons élevé. » Sophie soupira théâtralement. « Oh, Audrey, nous comprenons que tu as des attaches émotionnelles, mais nous devons faire ce qui est mieux pour notre famille maintenant. »« Votre famille? » répétai-je. « Et moi, je suis quoi? » Un silence gênant s'installa. « Maman, dit enfin Julien, d'un ton condescendant, t'as signé la maison pour nous. Nous apprécions tout ce que tu as fait. Tu fais, mais c'est notre propriété maintenant. C'est à nous de décider ce qu'il en adviendra. » Je pris une profonde inspiration. J'ai payé l'hypothèque ces 2 dernières années. 866 € chaque mois, depuis mon compte, pour garder un toit au-dessus de vos têtes. Un autre regard entre eux et... Il savait. C'était ton choix, dit Sophie froidement. Nous ne t'avons jamais demandé de faire ça. Mes mains commencèrent à trembler. Je l'ai fait pour vous aider, parce que c'est ce que fait une famille. Nous sommes reconnaissants, dit Julien, bien que son ton ne le suggérait pas. Mais ça ne change pas la situation légale. La maison est à nous. Donc, mes 35 ans ici, mon soutien financier, mon rôle dans cette famille, rien de tout ça ne compte? Julien haussa les épaules, mal à l'aise mais impassible. « Maman, tu rends ça plus dramatique que nécessaire. Nous pouvons t'aider à trouver une belle résidence pour seniors. »« Je n'ai pas besoin d'une belle résidence pour seniors, » rétorquai-je. « J'ai besoin que mon fils montre un peu de courtoisie et de respect. » Sophie s'avança, son sourire mielleux. « Ah, je pense que tu es bouleversée. Peut-être devrions-nous continuer cette conversation une autre fois. » C'est alors que je compris. Vraiment compris. Il n'y avait aucun moyen de réparer cela. Le fils que j'avais élevé, que j'aimais de tout mon cœur, avait disparu. À sa place, un étranger qui me voyait comme une simple obligation, un problème à résoudre. J'ai arrêté les paiements automatiques de l'hypothèque, dis-je doucement. L'expression de Julien changea instantanément. « Quoi? Si vous voulez vendre ma maison, vous devrez la payer vous-même. »
Nous ne pouvons pas faire ça, intervint Sophie, la voix aiguë. Et notre crédit? Nous avons des projets. Oui, dis-je. J'ai entendu dire que Neuilly-sur-Seine est magnifique à cette période de l'année. Le visage de Julien s'assombrit. Maman, cette maison était le cadeau de papa pour moi. Tu le sais, elle n'a jamais vraiment été à toi. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Elle n'a jamais vraiment été à toi. 35 ans de ma vie, balayés en 5 mots. Je vois, dis-je, ma voix à peine audible. Eh bien, je suppose qu'il n'y a plus rien à discuter. Je me tournais, mes jambes tremblantes. À la porte, je m'arrêtais et regardais mon fils, qui ne me voyait plus. Ton père aurait honte de toi, Julien. Et pour la première fois, moi aussi. Je sortis et fermai doucement la porte derrière moi. L'air frais du printemps apaisa mes joues brûlantes alors que je descendais l'allée, m'éloignant de la maison qui n'avait jamais vraiment été mienne. Quelque chose se brisa en moi ce jour-là. Mais autre chose, de plus fort, se forgea à sa place. « Que fais-tu? » demanda Claire, et sa tasse de café suspendue près de ses lèvres. « J'ai arrêté les paiements, » répétai-je, encore sous le choc de mon audace. Je leur ai dit que s'ils voulaient vendre la maison, ils devraient te la payer eux-mêmes. Claire posa sa tasse avec un claquement décidé. « Bravo! Enfin! » Étienne, qui avait insisté pour nous rejoindre après la confrontation, semblait moins enthousiaste. « C'est un bon premier pas, mais nous devons vous protéger légalement. Si votre nom n'est plus sur l'acte, vous pourriez être tenu responsable des paiements en retard sans aucun droit sur la propriété. » L'adrénaline qui m'avait portée durant la confrontation s'estompait, laissant place au doute. Avais-je fait une terrible erreur? Non, dit Claire fermement. Tu t'es enfin défendu. Étienne tapota son stylo contre son carnet. Soyons stratégiques. Je contacterai la banque demain pour expliquer la situation et voir quelles options nous avons. En attendant, vous devez rassembler toutes les preuves montrant que vous avez effectué ces paiements. J'acquiesçais, pensant aux registres financiers méticuleux que Pierre m'avait appris à tenir. Au moins, j'avais cela. Et mes affaires? La maison? Demandai-je. Claire redressa les épaules. J'irai avec toi les récupérer s'ils font des histoires. Je me souviens encore comment manier une batte de baseball de mes jours en Ligue junior. Malgré tout, je ris. Claire avait toujours été farouchement protectrice, même au lycée, quand elle affrontait les filles qui se moquaient de mes vêtements d'occasion. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous deux, dis-je, la voix tremblante. Étienne tendit la main et serra la mienne. Vous n'êtes pas seule, Madame Dubois. Nous veillerons à ce qu'on ne profite plus de vous. Le lendemain matin, un appel de la Banque fédérale de France me parvint. Je répondis avec appréhension, m'attendant à des questions sur le paiement manqué. Madame Dubois, je suis Trevor Philippe, du département des hypothèques. Nous avons reçu une demande pour discuter de la situation de votre propriété sur l'avenue des Lilas. Je resserrai ma prise sur le téléphone. Oui, c'est exact. Je comprends que vous payez pour une propriété qui n'est plus à votre nom. Nos registres montrent des paiements réguliers depuis votre compte ces 26 derniers 16 mois. Oui, confirmai-je, mais j'ai décidé d'arrêter ces paiements. Il y eut une pause. Madame Dubois, je ne fais pas ça habituellement, mais seriez-vous prête à venir à l'agence pour en discuter? Il pourrait y avoir des options que vous n'avez pas envisagées. Encore des complications, pensai-je. 2 heures plus tard, j'étais assise face à Trevor, un homme aimable de l'âge de mon fils, qui m'expliquait quelque chose appelé une hypothèque équitable. En gros, en payant continuellement l'hypothèque d'une propriété dont vous ne tirez aucun bénéfice, vous pourriez avoir établi un intérêt sur cette propriété, même sans être sur l'acte. Une lueur d'espoir palpita dans ma poitrine. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Cela signifie que vous pourriez potentiellement imposer une charge sur la propriété pour le montant que vous avez contribué. Ils ne pourraient pas la vendre sans régler cette charge. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé mes valises sur le trottoir, je sentis un fragment de contrôle revenir. Une chose encore, dit Trevor, baissant légèrement la voix. Votre fils a appelé ce matin, très contrarié par le paiement manqué. Il semble ne pas comprendre comment fonctionnent les hypothèques. Cela ne me surprit pas. Julien avait toujours compté sur les autres pour gérer les aspects pratiques de la vie. D'abord Pierre et moi. Maintenant Sophie. Et c'est évidemment mes paiements mensuels. Que lui avez-vous dit?
qu'un paiement manqué affecterait leur code de crédit et pourrait éventuellement mener à une saisie. Il ne l'a pas bien pris. Comme sur un signal, mon téléphone vibra avec un message de Julien. « Maman, nous devons parler de l'hypothèque immédiatement. » Je montrai le message à Trevor. « Que voulez-vous faire, Madame Dubois? » demanda-t-il. Une question simple, mais personne ne me l'avait posée depuis des années. Que voulais-je? Pas seulement concernant la maison, mais concernant ma vie. Je pensais à la confrontation avec Julien et Sophie, à leur rejet désinvolte de mes contributions, à leur supposition que je continuerais à financer leurs rêves tout en étant reléguée au garage. « Je veux ce qui m'appartient, » dis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Trevor hocha la tête, le respect visible sur son visage. « Alors, faisons en sorte que ça arrive. » Cet après-midi-là, armé des informations de Trevor et des conseils juridiques d'Étienne, je pris une autre mesure inattendue dans ma nouvelle vie. Je posais ma candidature pour un emploi. L'affiche « Recherche d'aide » à la vitrine du Café Rose m'avait attirée alors que je rentrais chez Claire. « Tu veux être receveuse? » demanda Claire. Je ris en lui racontant. « J'étais serveuse pendant toute l'université, lui rappelai-je, et j'ai besoin de mes propres revenus, de ma propre vie. Je ne peux pas me cacher dans ta chambre d'amis éternellement. » Claire réfléchit. « Eh bien, Rose a les meilleurs pâtés de la ville. » 2 jours plus tard, j'avais mon premier service. Mes pieds étaient douloureux et mon dos palpitait à la fin du service, mais les pourboires dans ma poche étaient à moi, gagnés de mes propres mains. Cette simple satisfaction était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. En rentrant chez Claire, épuisée mais étrangement revigorée, je vis 6 appels manqués de Julien sur mon téléphone. J'écoutais le premier message vocal. « Maman, la banque a appelé à propos de l'hypothèque. Ils ont mentionné une charge. » « Qu'est-ce que tu fais? » « Rappelle-moi tout de suite. » Je le supprimais sans écouter les autres. Cette fois, Julien devrait attendre que cela me convienne. Pas l'inverse. Claire m'apporta un verre de vin et s'assit à côté de moi sur la balancelle du porche. « Comment te sens-tu? » demanda-t-elle doucement. Je réfléchis à la question, observant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances de rose et d'or. « On dirait que je me suis enfin réveillée, » dis-je, comme si j'avais été somnambule depuis la mort de Pierre. « Et maintenant? Maintenant, tu es Audrey. » De nouveau, compléta Claire. J'acquiesçais, levant mon verre pour porter un toast. À Audrey Dubois, ravie de la rencontrer enfin. Après 3 semaines au Café Rose, je m'étais installée dans une routine qui me convenait étonnamment. Mes pourboires étaient modestes mais réguliers, et le travail manuel m'occupait. Plus important encore, j'avais un but, un endroit où aller, des gens qui comptaient sur moi, une vie qui m'appartenait entièrement. C'est pourquoi la vue de Julien, debout maladroitement au comptoir, me fit sursauter. « Maman, dit-il, sa voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. Pouvons-nous parler? » Rose, la propriétaire, me lança un regard depuis le comptoir. « Prends 15 minutes si tu en as besoin, » sourit-elle. J'acquiesçai et conduisis Julien à une banquette d'angle, loin de mes habitués, qui étaient devenus presque des amis. « Tu as l'air différente, » dit-il en me regardant. Mon tablier, mes cheveux tirés en arrière. Je suis différente. Julien se tortilla, mal à l'aise. « Maman, à propos de la maison, je ne vais pas en discuter ici, » l'interrompis-je. « Oui, c'est pour ça que tu es venu. Tu es venu. Tu perds ton temps. S'il te plaît, » dit-il, une pointe de désespoir dans la voix. Sophie et moi sommes en difficulté. La banque a appelé et nos cotes de crédit chutent à cause des paiements manqués. J'observais mon fils. Sa montre coûteuse, ses cheveux soigneusement coiffés, l'odeur subtile de son eau de Cologne. Tout en lui exsudait l'aisance et le confort, une vie protégée par les sacrifices des autres. « Que veux-tu de moi, Julien? » Il se pencha en avant. « Nous avons besoin que tu nous aides à continuer les paiements jusqu'à ce que nous puissions vendre la maison. » Son audace me fit presque éclater de rire. « Et qu'est-ce que j'y gagne? » « Nous veillerons à ce que tu sois prise en charge, dit-il, comme s'il me faisait une grande faveur. Il y a une belle communauté pour seniors à Versailles. Arrête, dis-je, levant la main. Je ne veux pas être prise en charge. Je me suis occupée de moi-même et de toi pendant des années. Sois raisonnable, dit-il, désignant le café avec dédain. Tu ne peux pas continuer à travailler ici.
Tu as presque 60 ans. 58, corrigeai-je. Et je vais bien. Le visage de Julien se crispa légèrement, son masque de regret glissant. Très bien. Que veux-tu? Une part de la vente, répondis-je, l'observant. Je veux récupérer ma maison. Il cligna des yeux, puis rit nerveusement. C'est impossible. Nous avons déjà fait une offre pour une maison à Neuilly-sur-Seine. Ce n'est pas mon problème. Son expression s'assombrit. C'est ton problème si tu veux une relation avec ta petite fille. Avec nous tous. La menace plana entre nous, laide et explicite. Mon propre fils utilisait mon amour pour Élise comme levier. Tu menaces de m'éloigner d'Élise? Il eut la décence de sembler légèrement honteux, mais persista. Je dis juste que les familles doivent se soutenir. Sophie et moi avons un plan pour notre avenir, et tu te mets en travers. Comment je me mets en travers? Quand j'ai payé tes études? Quand j'ai gardé Élise tous les week-ends pour que Sophie et toi ayez du temps pour vous? Ou quand j'ai signé la maison et continué à payer pour que vous puissiez acheter ce bateau l'été dernier? Julien rougit. Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas, acquiesçai-je. Ma pause est presque terminée. Je dois retourner travailler. Je me glissai hors de la banquette, remettant mon tablier. Maman, s'il te plaît. La voix de Julien se brisa légèrement. Nous avons besoin de ça. La maison à Neuilly est parfaite. Nous ne pouvons pas la perdre. Pendant un instant, je vis le petit garçon qui grimpait sur mes genoux avec des écorchures, attendant que je fasse tout aller mieux. Mais cet enfant avait disparu. À sa place, un homme qui ne me voyait que comme un moyen d'arriver à ses fins. Je vais y réfléchir, dis-je finalement. Mais d'abord, j'ai besoin d'un document écrit de toi et Sophie. Retrouve-moi au cabinet d'Étienne Wallace demain à 14 heures. Le soulagement envahit le visage de Julien. Merci, maman. Tu ne le regretteras pas. Alors qu'il s'éloignait, je me demandais si je ne le regrettais pas déjà. Le lendemain, j'arrivais tôt au cabinet d'Étienne, l'estomac noué. Je n'avais presque pas dormi, ressassant la décision prise au milieu de la nuit. Julien et Sophie arrivèrent à l'heure, tous deux habillés comme pour une réunion d'affaires. Le sourire de Sophie était tendu mais triomphant lorsqu'ils s'assirent face au bureau d'Étienne. « Merci d'être venu », commença Étienne formellement. « Madame Dubois a considéré votre demande concernant la propriété de l'avenue des Lilas. Nous l'apprécions, » intervint Sophie avec aisance. « Nous sommes sûrs de pouvoir trouver un accord qui profite à tous. » Étienne fit glisser un document sur la table. « Voici ce que propose Madame Dubois. » Julien le prit, parcourant le contenu. Son expression passa de l'espoir à la confusion, puis à la colère en quelques secondes. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-il. « C'est ma condition pour lever la charge, » dis-je calmement. « Je continuerai à payer l'hypothèque, mais la maison me sera vendue, pas à un étranger. » Sophie arracha le papier des mains de Julien. « C'est ridicule. Tu veux qu'on te vende la maison pour ce qu'il reste de l'hypothèque? Elle vaut au moins 3 fois plus. »« Elle vaut ce que j'ai investi, » répondis-je. 35 ans de paiement, de réparation, d'amélioration. Le visage de Julien vira au rouge alarmant. « Tu ne peux pas faire ça. La maison est légalement à nous. » Avec un regard en coin, Étienne précisa. « Cette charge complique considérablement toute vente. Nous nous battrons, » dit Sophie, la voix glaciale. « Nous engagerons notre propre avocat. » J'acquiesçai, ayant anticipé cette réponse. « Vous pouvez essayer, mais le processus légal prendra du temps. Des mois, peut-être des années. Vos cotes de crédit continueront d'en souffrir. Et la maison de vos rêves à Neuilly sera achetée par quelqu'un d'autre. » Cette vérité frappa durement. Julien et Sophie s'étaient surendettés, comptant sur une vente rapide de ma maison pour financer leur projet. « Tu avais tout planifié depuis le début? » accusa Julien, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Depuis que vous m'avez mise dans le garage, non, » dis-je doucement. « Ce n'est que récemment que j'ai cessé de me laisser exploiter. » Sophie se leva brusquement. « Nous devons en discuter en privé. » Alors qu'il sortait, Étienne me fit un signe d'approbation. « Vous faites ce qu'il faut, Madame Dubois. » Je n'en étais pas si sûre. Le regard de trahison dans les yeux de Julien me hantait. Étais-je devenue aussi calculatrice et froide qu'eux? Avant que je puisse y réfléchir davantage, la porte du bureau s'ouvrit. Julien et Sophie revinrent, les visages sévères mais résignés. « Nous acceptons ton offre, » dit Julien sèchement.
Mais j'espère que tu comprends ce que ça signifie pour notre relation. Je regardais mon fils dans les yeux. Je le comprends, et j'espère qu'un jour tu comprendras ce que ça signifiait de mettre mes valises sur le trottoir. La première nuit de retour dans ma maison, je ne pus dormir. J'errais de pièce en pièce, touchant les murs familiers, suivant le cadre de la porte où nous avions marqué la taille de Julien chaque année. Debout dans la cuisine, où Pierre et moi avions dansé pour notre 30e anniversaire. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation au cabinet d'Étienne. 3 mois de démarches illégales, d'échanges tendus avec Julien et Sophie alors qu'ils déménageaient à contre-cœur, de reconstruction de ma vie, peu à peu. La maison était à la fois familière et étrange. Sophie avait peint certaines pièces en gris et blanc moderne, effaçant les jaunes et bleus chaleureux que Pierre et moi avions choisis. La cuisine avait été rénovée avec des appareils élégants mais impersonnels. Pourtant, sous ces changements esthétiques, les os de la maison étaient toujours là. La troisième marche qui grinçait, la lumière du soleil filtrant par la fenêtre cintrée l'après-midi, la légère pente du plancher dans le couloir à l'étage que Pierre n'avait jamais pu réparer. Je me tenais dans la chambre principale, désormais vide de meubles, sauf pour le lit que j'avais ramené de la chambre d'amis de Claire. Cette pièce où Pierre et moi avions partagé nos vies, où il avait rendu son dernier souffle, semblait sacrée. « Je suis chez moi », murmurai-je, comme s'il pouvait m'entendre. Le silence qui répondit n'était pas de la solitude, mais une simple paix. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je devais être. Le lendemain matin, la sonnette retentit alors que je déballais ma modeste collection de vaisselle. J'ouvris la porte pour trouver Claire, tenant une marmite de soupe et une bouteille de vin. « Pendaison de crémaillère », annonça-t-elle, me dépassant pour entrer dans la cuisine. Bien que, techniquement, ce soit un retour à la maison. Je ris. La suivante. Ça semble être les deux, pour être honnête. Claire posa ses offrandes sur le comptoir et se tourna pour inspecter la cuisine. Mon Dieu, qu'a-t-elle fait à tes magnifiques placards en chêne? Elle les a peintes en gris et a remplacé toutes les poignées par du nickel brossé, dis-je. Apparemment, le chêne est démodé. Claire renifla. Tu sais ce qui est démodé? Jeter sa belle-mère à la rue. Nous rîmes toutes les deux, bien que la douleur derrière l'humour persistât. As-tu des nouvelles d'eux? Demanda Claire en m'aidant à déballer. Je secouai la tête. Depuis la finalisation, Julien a clairement indiqué qu'il avait choisi la maison plutôt qu'eux. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais, dit Claire fermement. Tu as choisi le respect de toi-même. C'est différent. Je n'étais pas sûre que Julien le voie un jour ainsi, mais j'avais accepté ma décision. L'alternative, continuer à les laisser m'utiliser tout en me traitant comme une pensée après coup, n'était plus acceptable. Bien, dit Claire, débouchant la bouteille de vin. Au nouveau départ. Nous trinquâmes, et je ressentis une vague de gratitude pour la femme qui avait toujours été là pour moi, quand ma propre famille ne l'était pas. Les semaines suivantes apportèrent un rythme régulier à mes jours. Les matins au Café Rose, les après-midi à restaurer lentement la maison pour qu'elle me ressemble à nouveau. Je n'avais pas l'argent pour remplacer tous les meubles modernes de Sophie, mais je pouvais ajouter des touches de chaleur, des coussins colorés, des photos de famille remises sur la cheminée, les cannes à pêche de Pierre accrochées fièrement dans le bureau. Un samedi matin, je plantais des bulbes de tulipes dans le jardin de devant quand une voiture familière s'engagea dans l'allée. Mon cœur bondit dans ma gorge lorsque Julien en sortit, l'air mal à l'aise. « Les fleurs sont belles », dit-il, debout au bord du jardin. Papa aimait toujours les tulipes. Il continua, regardant autour du jardin. Je me souviens qu'il les plantait chaque automne. Je me frottais les mains pour enlever la terre. « Qu'est-ce qui t'amène, Julien? » Il se tortilla, mal à l'aise. « Nous n'avons pas pu acheter la maison à Neuilly. » Pas surpris, dis-je, sachant que leur crédit avait probablement été trop endommagé par les paiements manqués. Je suis désolée, dis-je, le pensant sincèrement, malgré tout. Julien baissa les yeux sur ses chaussures, ses mocassins coûteux désormais couverts de poussière du jardin. Nous avons trouvé un appartement à la place. C'est petit, mais je suppose que ça nous a appris quelques leçons. J'attendis, sentant qu'il y avait plus. Sophie est de nouveau enceinte, dit-il enfin. Des jumeaux, qui naîtront en janvier. Félicitations, dis-je doucement, me demandant si cette nouvelle était censée me blesser, me rappeler ce que je manquerais.
Julien me regarda dans les yeux pour la première fois. Élise te réclame. Elle ne comprend pas pourquoi nous ne venons plus te voir. Une douleur douce amère me traversa. Ma petite fille me manquait terriblement. Elle est toujours la bienvenue ici, dis-je. Toi aussi. Julien hocha la tête, puis hésita. Maman, j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé. Je retins mon souffle, n'osant pas espérer une vraie compréhension. Je ne dis pas que nous avons bien géré les choses, continua-t-il, choisissant ses mots avec soin. Mais tu as choisi la maison plutôt que la famille. Je ne sais pas si je peux pardonner ça. Mon espoir fugace s'évanouit. Il ne comprenait toujours pas. Je n'ai pas choisi la maison, Julien, dis-je doucement. J'ai choisi de ne pas être effacée. C'est différent. Il fronça les sourcils, manifestement en désaccord. Quoi qu'il en soit, je pensais que tu devais savoir pour les bébés. Et peut-être qu'Élise pourrait venir te voir. Parfois, si ça te va. Ce n'était pas des excuses, loin de là. Mais c'était une petite ouverture, une fissure dans le mur entre nous. J'aimerais ça, dis-je. Après le départ de Julien, je m'assis sur la balancelle du porche, assimilant la rencontre. Ma relation avec mon fils était abîmée, peut-être irréparable. Il ne voyait toujours pas à quel point il m'avait blessée, à quel point il avait trahi ma confiance. Mais il était venu aujourd'hui. Il avait tendu la main, même si ce n'était pas assez. C'était un début, pas une fin. Ce soir-là, Claire et son mari Jacques, Rose du café et Étienne avec sa femme vinrent dîner. Nous nous assîmes dans mon jardin, le même jardin où j'avais organisé la fête de remise de diplôme de Julien, où Pierre et moi avions célébré nos anniversaires, où la vie s'était déroulée dans toute sa glorieuse complexité. Alors que le crépuscule nous enveloppait, la conversation coulait librement entre ceux qui étaient devenus ma famille choisie. Je ressentis une profonde paix m'envahir. À Audrey Dubois, lança Claire, levant son verre, qui nous rappelle à tous qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Tous trinquèrent, me souriant chaleureusement. Plus tard, alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel bleu d'été, je restais seule sur le porche, écoutant les craquements et murmures familiers de la maison. Je pensais à Pierre, à la vie que nous avions construite, au fils que nous avions élevé et qui s'était égaré. Je pensais à la femme que j'étais devenue ces derniers mois, plus forte, plus déterminée, refusant d'être diminuée par la commodité de quiconque. La maison était plus que des murs et un toit autour de moi. C'était un témoignage de la survie, de la résilience, du pouvoir silencieux et inarrêtable d'une femme qui avait enfin appris à se mettre en premier. J'étais revenue chez moi, non seulement dans cette maison, mais dans ma propre vie. Pour la première fois depuis des années, cette vie s'étendait devant moi, pleine de possibilités qui m'appartenaient entièrement. Je suis Audrey Dubois. Et si tu lis ceci, j'espère que tu t'arrêteras un instant. Pas pour avoir pitié de moi, mais pour regarder ta propre vie, là où, peut-être, toi aussi, tu es poussé dans un coin, silencieusement, sans qu'on le remarque. Mon histoire n'est pas seulement celle d'une femme âgée abandonnée par ses enfants ou d'une maison volée. C'est une histoire d'éveil, de réclamation d'une place méritée dans une vie qu'on pensait avoir arrachée. J'étais docile, je me taisais pour préserver la paix. J'avais peur que parler brise la famille. Mais quand j'ai vu mes valises sur le trottoir avec la note disant que si je voulais rester, il y avait le garage, j'ai su que si je ne me levais pas, je disparaîtrais complètement. Peu à peu, jour après jour. Pas mourir physiquement, mais disparaître de celle que j'étais. Et donc, j'ai choisi de ne plus être invisible. Je ne suis plus seulement la mère de Julien, la femme de Pierre. Je ne suis pas celle qui tient la maison, qui cuisine, qui garde les petits-enfants. Je suis Audrey. J'ai un nom, une vie, un cœur qui aime et qui souffre. Et je mérite une place dans ce monde que j'ai aidé à construire. Si tu t'es déjà senti comme moi, si tu as été mis de côté, si tu t'es tu face au manque de respect, j'espère que tu comprendras une chose. Le sacrifice est noble, mais il ne doit jamais être un chemin pour que d'autres te piétinent. L'amour ne peut exister s'il repose sur une soumission unilatérale. Et la famille, sans respect, n'est qu'un lien de sang, pas un foyer. Je raconte cette histoire non pas pour qu'on me félicite d'être forte ou déterminée, mais pour te rappeler que toi aussi, tu peux faire ce que j'ai fait. Peu importe qui tu es, quel âge tu as, ton genre,
Que tu vives dans un appartement à 4 étages ou une maison de maître, tu as le droit de dire « Je mérite mieux que ça ». Personne n'a le droit de te reléguer dans le garage de la vie, caché en silence juste parce que tu as trop aimé. Et je veux aussi te demander, si c'était toi, que ferais-tu en rentrant chez toi et en trouvant tes valises sur le trottoir? As-tu déjà été écarté d'un rôle qui t'appartenait? T'as-t-on mis de côté au nom de la famille? Si tu veux partager ton histoire, je t'écouterai. Je t'aiderai à en faire un récit pour que ce ne soit pas juste une douleur silencieuse, mais une voix qui résonne. Dis-moi d'où tu lis cette histoire. Paris, Lyon, Marseille ou un petit village anonyme? Parce que je veux que mon voyage ne s'arrête pas à l'avenue des Lilas. Je veux que cette histoire atteigne ceux qui ont baissé la tête, qui se sont résignés, qui ont pensé qu'il ne leur restait rien à sauver. Je suis Audrey Dubois. On m'a poussée au bord et je suis revenue au centre de ma vie. Pas parce que je n'ai pas peur, mais parce que je sais que si je ne revendique pas ma propre valeur, je n'aurai rien à transmettre à ma petite fille, sauf une leçon de silence. Si tu es prêt, je serai celle qui écrira le premier chapitre de ta nouvelle histoire. Et si tu ne l'es pas, garde ces lignes jusqu'au jour où tu te regarderas dans le miroir et te demanderas « Quand pourrais-je vivre comme moi-même? » Alors souviens-toi, je me suis levée, et toi aussi, tu le peux.